Ma grand-mère fut enchantée de Monsieur de Charlus. Sans doute, il attachait une extrême importance à toutes les questions de naissance et de situation mondaine, et ma grand-mère l'avait remarqué, mais sans rien de cette sévérité où entre d'habitude une secrète envie et l'irritation de voir un autre se réjouir davantage qu'on voudrait et qu'on ne peut posséder. Comme au contraire ma grand-mère, contente de son sort et ne regrettant nullement de ne pas vivre dans une société plus brillante, ne se servait que de son intelligence pour observer les travers de Monsieur de Charlus, elle parlait de l'oncle de Saint-Loup avec cette bienveillance détachée, souriante, presque sympathique, par laquelle nous récompensons l'objet de notre observation désintéressée du plaisir qu'elle nous procure, et d'autant plus que cette fois, l'objet était un personnage dont elle trouvait que les prétentions, sinon légitimes, du moins pittoresques, le faisaient assez vivement trancher sur les personnes qu'elle avait généralement l'occasion de voir. Mais c'était surtout en faveur de l'intelligence et de la sensibilité, qu'on devinait extrêmement vive chez M. de Charlus, au contraire de tant de gens du monde dont se moquait Saint-Loup, que ma grand-mère lui avait si aisément pardonné son préjugé aristocratique. Celui-ci n'avait pourtant pas été sacrifié par l'oncle, comme par le neveu, à des qualités supérieures. M. de Charlus l'avait plutôt concilié avec elle, possédant comme descendant des ducs de Nemours et des princes de Lamballe des archives, des meubles, des tapisseries, des portraits faits pour ses aïeux par Raphaël, par Vélasquez, par Boucher, pouvant dire justement qu'il visitait un musée et une incomparable bibliothèque rien qu'en parcourant ses souvenirs de famille, il plaçait au contraire, au rang d'où son neveu l'avait fait déchoir, tout l'héritage de l'aristocratie. Peut-être aussi moins idéologue que Saint-Loup, se payant moins de mots, plus réaliste observateur des hommes, ne voulait-il pas négliger un élément essentiel de prestige à leurs yeux et qui, s'il donnait à son imagination des jouissances désintéressées, pouvait être souvent, pour son activité utilitaire, un adjuvant puissamment efficace. Le débat reste ouvert entre les hommes de cette sorte et ceux qui obéissent à l'idéal intérieur, qui les pousse à se défaire de ces avantages pour chercher uniquement à le réaliser. Semblable en cela aux peintres, aux écrivains, qui renoncent leur virtuosité, aux peuples artistes qui se modernisent, aux peuples guerriers prenant l'initiative du désarmement universel, aux gouvernements absolus qui se font démocratiques et abrochent de dures lois, bien souvent sans que la réalité récompense leur noble effort. Car les uns perdent leur talent, les autres leur prédominance séculaire, le pacifisme multiplie quelquefois les guerres et l'indulgence les criminalités. Si les efforts de sincérité et d'émancipation de Saint-Loup ne pouvaient être trouvés que très nobles, à juger par le résultat extérieur, il était permis de se féliciter qu'ils eussent fait défaut chez M. de Charlus, lequel avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l'hôtel Guermantes au lieu de les échanger, comme son neveu, contre un mobilier moderne style des Lebourg et des Guillaumin. Il n'en était pas moins vrai que l'idéal de M. de Charlus était fort factice, et si cette épithète peut être rapprochée du mot « idéal », tout autant mondain qu'artistique. À quelques femmes de grande beauté et de rare culture, dont les aïeuls avaient été 2 siècles plus tôt mêlés à toute la gloire et à toute l'élégance de l'Ancien Régime, il trouvait une distinction qui le faisait pouvoir se plaire seulement avec elles. Et sans doute, l'admiration qu'il leur avait vouée était sincère, mais de nombreuses réminiscences d'histoire et d'art, évoquées par leur nom, y entraient pour une grande part, comme des souvenirs de l'Antiquité, sont une des raisons du plaisir qu'un lettré trouve à lire une ode d'Horace, peut-être inférieure à des poèmes de nos jours, qui laisserait ce même lettré indifférent. Chacune de ces femmes, à côté d'une jolie bourgeoise, était pour lui ce que sont à une toile contemporaine représentant une route ou une noce, ces tableaux anciens dont on sait l'histoire, depuis le pape ou le roi qui les commandèrent, en passant par tel personnage auprès de qui leur présence, par don, achat, prise ou héritage, nous rappelle quelque événement, ou tout au moins quelque alliance d'un intérêt historique. Par conséquent, des connaissances que nous avons acquises,
leur donne une nouvelle utilité, augmente le sentiment de la richesse des possessions de notre mémoire ou de notre érudition. M. de Charlus se félicitait qu'un préjugé analogue au sien, en empêchant ces quelques grandes dames de frayer avec des femmes d'un sang moins pur, les offrit à son culte intact, dans leur noblesse inaltérée, comme telle façade du XVIIIe siècle, soutenue par ses colonnes plates de marbre rose et à laquelle les temps nouveaux n'ont rien changé.